Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va décoller un petit peu de la littérature française et de la littérature réaliste parce qu'au bout du compte, ce sont des auteurs réalistes que nous avons étudiés jusqu'à présent. Ce sont des auteurs qui proposent un regard sur leur époque et des propositions de transformation pour tomber sur des auteurs d'une autre grande voie de la littérature mondiale, qui est la science-fiction. Alors, je vous rappelle que la science-fiction, c'est un champ extrêmement vaste qui, si on voulait vraiment être très réducteur, on pourrait dire qu'elle se divise en deux options relativement différentes. Il y a tout d'abord une science-fiction qui consistera à présenter notre monde tel qu'il est, mais avec des données scientifiques qui n'existent pas. Ça se passe dans notre monde, mais avec une évolution technologique ou scientifique un peu évoluée. Si on regarde du côté du cinéma, on pourrait penser par exemple que Matrix appartiendrait à cette catégorie-là. Et grosso modo, toute l'œuvre de Jules Verne est là-dedans. On a des sous-marins électriques. Alors les sous-marins, ça existe à peu près à son époque, mais ils ne sont pas électriques. On a des sortes d'hélicoptères. Alors on en est à l'époque de Jules Verne à faire voler des ballons, pas encore à faire voler des objets trop lourds, mais on suppose qu'on sera capable à un moment ou à un autre. C'est donc l'époque de l'auteur ou du lecteur avec quelque chose en plus. Et puis il y aura une deuxième voie qui ne réagit pas tout à fait aux mêmes règles, c'est la science-fiction qui présenterait un ailleurs. Et en cela, la science-fiction est l'héritière de tout un courant de la littérature très ancien, mais antique même, qui consiste à porter un regard sur sa propre époque, mais en délocalisant ce regard sur une terre imaginaire. Je vous avais dit que c'était le principe dans une autre conférence du fantastique en soi. Le fantastique, pour contrer la censure, a tendance à nous dire que en rêve, là-bas, sur la Lune, m'est apparue une fée qui m'a dit que le roi était un mauvais roi. Et donc, à partir du moment où on accepte ce lointain, eh bien, on reçoit une critique de sa propre époque. C'est ce qu'on appelait aussi, au XVIIIe siècle, l'exotisme. L'exotisme qui consiste à présenter une autre nation avec les défauts ou les qualités de sa propre nation. On a par exemple de Montesquieu des lettres persanes. Un Persan vient en Europe, regarde la France sous les yeux de sa nationalité persane, mais en fait, c'est une critique de notre système politique, moral, qui est menée sous le couvert de ce regard étranger. On a de Boyer d'argent, on a des lettres juives, ces deux rabbins qui visitent l'Europe et puis qui regardent avec un regard neuf, étranger, le monde. Et puis Frankenstein de Mary Shelley, par bien des aspects, c'est cela aussi. C'est un individu qui naît neuf au monde, avec un cerveau d'adulte, et puis qui va observer le monde, et qui de ce fait va euh, essayer de cerner ce qu'est la nature humaine. Et ce qu'il va cerner ne lui plaira pas du tout. Donc la science-fiction, à partir de son époque, l'auteur va faire une projection sur une autre planète, une autre époque, une autre civilisation. Et cette civilisation, eh bien, elle aura, bien qu'on la présente comme très très lointaine, elle aura quand même les pieds très droitement posés sur le sol de notre époque à nous. Comme je le disais dans une autre conférence, on imagine toujours à partir de sa propre époque. Si vous regardez des films de science-fiction des années 60, 70 et même 80,
Eh bien, ce que l'on imagine comme futur, eh bien, c'est évidemment un futur très inscrit dans notre époque. Je vais vous donner un exemple tout simple, qui est 2010, l'Odyssée de l'espace. C'est un film qui se passe en 2010. Il y avait eu un 2001 et il y a un 2010, c'est la suite. Et quel est le gros problème de 2010, dit le réalisateur et les auteurs? Eh bien, c'est la guerre froide qui n'est plus froide du tout. C'est l'opposition entre le bloc soviétique et le bloc capitaliste. C'est la presque guerre ouverte entre les soviétiques et les Américains. Bon, bah, oui, peut-être quand c'est fait dans les années 80, c'est encore crédible, mais on a bien vu que 2010, bien, le bloc soviétique n'existait plus. Donc on projette à partir de son époque. Et donc je vais m'intéresser ici à quelques auteurs qui ont projeté un monde qui évidemment a des tares très proches, des tares de notre monde, mais qui potentiellement sont des évolutions, je ne dirais pas possibles, mais en tout cas qui sont des réflexions sur ce que nous sommes capables de construire en bien et en mal. Et je vais m'intéresser finalement, à travers donc quelques auteurs, à deux axes très centraux qui sont la ville, la construction de l'environnement humain, et la nourriture. Et un troisième axe va arriver incidemment entre les deux, c'est la sexualité. Je vous renvoie à ma conférence sur Charles Fourier. Charles Fourier, nous sommes dans les années 1820, Charles Fourier dit il faut abandonner les villes telles qu'elles sont, il faut sortir de ce monde un petit peu de production que nous avons là, il faut construire dans des espaces faits pour cela, avec des forêts, des rivières, avec des moyens de communication, avec des champs, avec des mines. Il faut construire des cités autonomes. Ces cités autonomes, elles auront des lieux de culture et d'éducation et de morale. Elles auront des lieux de production, industrielle l'hiver, agricole l'été. Elles auront des lieux d'habitation. Bref, ces villes, elles fonctionneront de manière autonome et on mettra là-dedans 1500 personnes de capacités diverses pour fabriquer une petite société qui s'entendra bien. Et Fourier dit, plus on est différents les uns des autres, plus la sauce, ça c'est un mot à moi, plus l'harmonie, ça c'est un mot à lui, plus l'harmonie se créera. Et puis, il ajoute une chose, Fourier, qui n'a jamais été mis pour le coup en application. Autant on a créé des villes sur le modèle de Fourier, autant cette dernière dimension n'a pas été mise en place. Et puis, il y en a une autre de dimension, c'est qu'il pense que si on veut qu'une société fonctionne, il faut sortir des égoïsmes individuels. Et que la source, en quelque sorte, de l'égoïsme individuel, c'est la sexualité. Autrement dit, pour Charles Fourier, on abolit le couple. On a un système d'amour multiple. On est des adultes et les adultes vivent les uns avec les autres dans un système mutualiste. Ce qui implique aussi qu'on a des appartements qui sont liés aussi à cette mutualité, dans la mesure où on n'a pas de partenaire fixe, on va circuler. Et comme on circule, le plus simple serait que tous les appartements soient uniques, organisés de la même façon, dans la mesure où Monsieur X vit avec Madame Y dans un appartement. Quand Monsieur X part avec Madame Z et Madame Y part avec Monsieur M, eh bien, ils arrivent l'un va avec l'autre, et l'idéal, ce serait qu'ils retrouvent aussi le même appartement.
pour qu'il n'y ait pas trop de changements, on n'abandonne pas derrière soi des affaires, on retrouve un petit peu la même chose. Et cette idée-là, qui évidemment n'a jamais été mise en place quand on pense que, pour prendre strictement sensu la France, jusque dans les années 70, la femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque seule, sans l'accord de son mari. Heu, Ce n'est pas pour permettre aux femmes d'aller vivre avec l'homme qu'elles souhaitent périodiquement. Donc évidemment, la morale s'est largement opposée dans ces années 1830, 1930, peut-être même 2030, à ce genre de pratique. Bon, donc cette dimension n'a pas été réalisée, mais il n'empêche que ça ouvre une réflexion sur deux dimensions qui sont à quoi ressemble un appartement. Et puis, deuxième grande idée, c'est à quoi ressemblent les relations humaines. Nous avons vu que chez Jules Verne, par exemple, lorsqu'il propose dans Les 500 millions de la Begum, un Allemand et un Français qui fabriquent chacun une ville, le Français crée des maisons familiales individuelles avec jardin, alors que l'Allemand crée des dortoirs pour célibataires, et puis on ne sait pas trop, quand on n'est plus célibataire, ce qui se passe. Donc on envisage quand même, évidemment, ce qui est l'essentiel de la société moderne, mais même antique, mais ce qui est le point essentiel des préoccupations humaines, je serais tenté de dire depuis la fin de la préhistoire, à savoir qu'il faut se nourrir, on est sédentaire, on a donc des champs, un système productif agricole, mais aussi on est urbanisé, on vit dans des villes, et donc il faut penser l'organisation de la ville. Et ces questions d'organisation de la ville, on en a fait une science, en tout cas une discipline, nous, qu'on appelle l'urbanisme, mais cet urbanisme, il doit tenir compte de tout un ensemble de sciences annexes, qui sont très importantes elles aussi, évidemment. C'est ne serait-ce que la géologie, on ne construit pas sur un sol qui ne le permet pas, mais c'est aussi évidemment la sociologie, l'étude de la société, des comportements humains, mais enfin c'est tout un ensemble d'autres disciplines. Cette montée en puissance des villes avec comme problème corrélatoire la nourriture des citadins, elle apparaît dès l'Antiquité. La définition même que l'Antiquité grecque a de la ville, c'est évidemment l'ensemble des maisons, des biens qui sont dans les maisons, mais c'est aussi toutes les terres qui vont avec. Il y a le lieu d'habitation, mais il y a ce qui permet de nourrir l'habitation tout autour. On voit ça encore tout à fait présent dans toute la pensée romaine. À Rome, nous avons, par Jules César, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus-Christ, nous avons des édits sur la circulation, par exemple. Il interdit la circulation des chars livrant des produits en journée pour fluidifier le trafic. On livre les échoppes le matin et pas l'après-midi. Puisque nous sommes concentrés, il faut vivre ensemble. Et les riches propriétaires romains, ils possèdent ce qu'on appelle des insula, c'est-à-dire des immeubles de rapport, des immeubles avec plusieurs habitations successives, empilées, un immeuble avec plusieurs étages, qu'ils louent. Certains, beaucoup, sont d'une totale insalubrité, et il y aura des grands scandales lors des incendies de Rome sur le fait que ces baraques brûlent comme de la paille. En tout cas, ils possèdent donc des lieux où sont logés les Romains. Ils possèdent eux-mêmes des vastes domaines, des villas urbaines, mais ils possèdent aussi de très, très vastes fermes dans les campagnes romaines, dans toute l'Italie, qui sont gérées par des intendants, qui sont exploités par des esclaves et qui amènent quotidiennement le blé à Rome. On sait par exemple que César intervient dans la gestion de la royauté égyptienne, par exemple, parce que l'Égypte, qui est très fertile,
à cause du Nil, l'Égypte amène à Rome du blé, et on a besoin de blé pour nourrir les citadins. Donc, comment on organise la ville, comment on gère la ville, comment on nourrit la ville, c'est une question qui existe depuis que nous avons des villes, donc depuis la fin de la préhistoire. Et puis, si on progresse sur le Moyen-Âge a eu encore cette préoccupation-là. On sait qu'à partir du XIIe siècle, on a une corporation, c'est-à-dire un métier qui s'organise, un métier très central et très important, c'est la corporation des bouchers. Oui, nous, on habite en ville, on n'a pas d'animaux. Donc, il va falloir qu'on nous en fournisse. Donc, les bouchers, ils tuent les animaux dans la ville, ils nous les donnent à manger. Et encore, le Moyen-Âge, c'est une période où on mange quand même pas beaucoup de viande, mais c'est un élément très central de la possibilité de maintenir la ville en état de fonctionnement, la nourrir. Donc, ceux qui nourrissent la ville, eh bien, ils ont un statut, ils ont une puissance toute particulière. Si on progresse un petit peu, ça a été évidemment la grande question de toutes les époques. Nourrir la ville ou nourrir les habitants. Vauban qui était donc le grand fortificateur des frontières des provinces conquises par Louis XIV. Vauban, qui a écrit des traités sur l'attaque des places fortes. Il a aussi écrit un traité au titre un peu rigolo qui s'appelle le traité de la cochonnerie. Ce n'est pas la cochonnerie, la gaudriole, non, c'est la cochonnerie, c'est du cochon. Et il fait des calculs et il dit, voilà, nous avons une population très importante. Si chaque couple, chaque famille, exactement, si chaque famille possédait un couple de cochons, eh bien, ces cochons se reproduiraient. Se reproduisant, on pourrait en manger et il continuera à se reproduire. Bon, c'est le principe de l'élevage. Mais il pense que chaque famille possédant un couple de cochons, ça éliminerait totalement la possibilité de la famine en France. La possession des bêtes est une possession rare, hein, jusqu'à l'époque moderne, contemporaine même. Bon, alors je fais un petit peu des détours, mais c'est pour vous dire que puisque nous avons concentré des individus dans des villes et que ces individus, nous les avons spécialisés, savoir qu'ils ont un métier. Ce métier n'est pas toujours en relation avec la possession de champs, avec la pratique de l'agriculture. Donc ces individus qui sont spécialisés dans quelque chose qui ne produit pas de la nourriture, ces individus, il faut les nourrir. Et évidemment, quand on parle d'utopie, quand on parle d'organisation de la ville, il y a un domaine auquel on ne pense pas forcément, on pense tout de suite politique. Comment on élit le chef, comment on organise la milice, comment on fait la police, qui fait la justice. Ça, on pense tout de suite à ça. Et de fait, la science-fiction réglera ce problème-là. Ou les auteurs, les philosophes utopistes régleront ce problème-là. Mais il y en a un autre tout simplement aussi qui intervient, c'est comment on nourrit les gens. Alors, je vais vous faire un petit parcours un petit peu chez plusieurs auteurs qui posent cette sorte de triptyque qui sont ce qui relève finalement du corps, le corps humain. Nous avons un corps. Ce corps, il faut le localiser, c'est-à-dire qu'il faut le faire habiter quelque part. Ce corps, il faut le nourrir. Comment ? Et ce corps, il faut le distraire. Et sur cette dimension de distraction, eh bien, il y a un point qui émerge quasiment tout le temps dans la science-fiction, c'est celui de la sexualité. Alors, avant d'attaquer les auteurs de science-fiction, on va faire tout de même un petit détour sur un auteur sur lequel vous entendez sans doute souvent beaucoup de choses parce qu'il est dans la culture. C'est un architecte qui s'appelle Le Corbusier. Le Corbusier, alors il est connu, Le Corbusier, parce qu'il a, en tant qu'architecte, construit un certain nombre de choses,
Je dis choses à dessein parce que ce sont des bâtiments de nature très différente. Il a construit des immeubles d'habitation, il a construit une chapelle à Ronchamp, c'est en Franche-Comté. Il a construit plusieurs types de bâtiments et puis il a construit aussi une ville en Inde. Et il est marqué, très marqué, par une pensée du progrès. Et ce en quoi il se rattache, bien qu'il soit au XXe siècle, de tous nos auteurs vus antérieurement, que ce soit Jules Verne, que ce soit Zola, que ce soit Gobineau, que ce soit Tocqueville. Bon, il est véritablement l'héritier de ces auteurs-là, parce que tous ont intégré l'idée que nous étions des créatures qui fabriquaient. C'est le prix Nobel de littérature Henri Bergson qui dit ça. Nous sommes des homo faber. Nous sommes des hommes qui fabriquons. Nous fabriquons des objets et les objets eux-mêmes servent à en fabriquer d'autres. On fabrique une scie, mais la scie, elle sert à fabriquer après des objets en bois. Donc nous avons cette capacité d'invention. Et puisque nous sommes au 19e puis au 20e siècle dans un processus de fabrication d'objets de plus en plus compliqués, mais aussi qui transforme très radicalement notre mode de vie, est-ce qu'il y a un mode de société ou de ville qui coïncide mieux à notre nouvel environnement technologique? Question donc un peu compliquée, je la reformule. Puisque maintenant nous avons des objets qui conditionnent notre vie, est-ce que les vieilles villes dont nous avons hérité, celles qui sont construites, pour prendre un exemple que vous connaissez peut-être, qui est Besançon, qui sont construites sur une forme de marais, entourée d'une rivière, rivière qui elle-même est entourée de collines inconstructibles. Est-ce que ce genre d'environnement-là, qui est tout de même assez impropre à l'élaboration de grandes villes modernes, est-ce qu'il faut les abandonner? Est-ce que c'est la norme? Est-ce qu'il faut trouver autre chose? Puisque nous vivons dans un monde qui a de nouveaux besoins, puisque nous avons de nouvelles capacités techniques, technologiques, scientifiques, est-ce qu'il y a un nouvel environnement urbain qui va avec? Et Le Corbusier répond oui. Et on en entend beaucoup parler du Corbusier parce que son œuvre a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies qui se charge des questions de sciences, d'éducation et de culture, l'UNESCO. Mais surtout, c'est parce qu'il a défini le béton comme étant le moyen de construction le plus simple et il est le grand promoteur des grands ensembles bétonnés, des grandes cités, des grands immeubles à plusieurs étages, comme nous allons le voir dans une petite citation. Et donc, Le Corbusier, quand il écrit dans les années 1925, il définit des objets qui n'existent pas. Il se dit, comme un auteur de science-fiction, il se dit, si nous avions un monde qui s'organise avec de grandes tours de 40 étages en béton, eh bien, tout irait pour le mieux. Et puis, évidemment, c'est un petit peu comme quand Tocqueville dit il nous faudrait une république centralisée, ou quand Gobineau nous dit il faut une monarchie centralisée, régionale, pardon, monarchie régionale. Je vous renvoie aux vidéos sur la question. Il n'y a pas de modèle. Donc oui, pourquoi pas? Mais après, on voit ce que ça donne. Et donc, on a vu ce que ça donnait un peu pour Le Corbusier, et c'est plutôt négatif, pour le dire tout simplement. Mais d'un autre côté, ça a permis de faire passer le XXe siècle. Ça a permis le logement d'urgence, des grandes crises du XXe siècle. Ça a permis d'absorber 1 million d'immigrés revenus après la guerre d'Algérie
je parle immigrés à terme volontaire, les pieds noirs venant habiter la métropole, en quittant l'Algérie, où les loger. Besançon, par exemple, on a construit les 408. 408 logements empilés les uns sur les autres, en hauteur. Ça permet de loger les individus quand on a besoin de logements d'urgence. Donc, ça a permis l'essor des villes, des grandes villes, la région parisienne, toutes les villes nouvelles de la région parisienne. Bon, la question, c'est est-ce que c'était finalement durable? Est-ce que le XXIe siècle va pouvoir continuer à vivre sur ce modèle-là? Ça, c'est une autre question à laquelle je ne peux pas répondre. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que la Grande-Bretagne, par exemple, a refusé ce modèle-là et a fait des villes qui ne sont pas en hauteur, mais qui sont à plat. Vous avez peut-être vu les films qui sont tirés de romans qui s'appellent Harry Potter. Harry Potter, c'est un petit garçon, il vit chez son oncle, et on a des vues aériennes de la ville dans laquelle il vit, et bien c'est des maisons identiques sur des centaines et des centaines de mètres, kilomètres. Enfin bref, la ville s'est étendue en maisons individuelles. Bon, c'est un autre modèle. Toujours est-il donc que je vais, avec mon raisonnement, je ne perds pas le fil, je vais d'abord lire un petit texte du Corbusier qui date de 1925, dans lequel le Corbusier définit ce que sera, selon lui, ce que serait l'habitat urbain moderne idéal. Alors, c'est un texte qui n'est pas très long, mais sur lequel je vais m'arrêter beaucoup parce qu'il est très, très, très idéologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire idéologique? Ça veut dire qu'il prend des positions. C'est un texte qui s'appelle Urbanisme, qui date de 1925. Alors, c'est écrit un petit peu en style télégraphique, mais bon. Alors, plan de la ville. Principes fondamentaux. 1. Décongestionnement du centre des villes. 2. Accroissement de la densité. 3. Accroissement des moyens de circulation. 4. Accroissement des surfaces plantées. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe organisationnel d'une ville qui a les besoins d'une ville moderne? Eh bien, décongestionnement du centre, ça veut dire qu'il faut sortir de ces maisons que l'histoire nous a livrées, qu'on appelle le centre-ville, vieilles, anciennes, historiquement intéressantes ou pas. Il faut sortir de ces centres-villes pour bâtir à côté, ailleurs, plus vaste. Mais 2, accroissement de la densité, exode rural, il faut faire des villes où il y a plus de personnes, où plus de personnes peuvent vivre. 3, accroissement des moyens de circulation, il faut faire en sorte que les villes puissent permettre ce qui est au cœur de l'économie, c'est-à-dire la circulation. Je fais une petite remarque d'ordre général. Je parlais de Vauban il y a quelques instants. Toutes les villes qui ont eu des fortifications à la Vauban, c'est-à-dire qui étaient des places fortes, et le principe de la place forte, c'est qu'on n'y entre pas comme on veut, ni n'en sort comme on veut, toutes ces villes ont eu un problème à un moment ou à un autre, ça a été de savoir ce qu'on faisait de toutes ces murailles, de toutes ces parois de pierre qui enserrent la ville. Et la plupart des villes les ont détruites pour pouvoir permettre la circulation. Et puis, il y a une autre dimension, une quatrième donc avec Le Corbusier, c'est accroissement des surfaces plantées. Alors, c'est à la fois l'ornementation, une ville, elle doit être esthétique, mais c'est aussi les plantations, il y a un moment, il faut nourrir tout le monde. Le Corbusier va donc par la suite émettre un certain nombre de principes. Et nous sommes en 1925. Donc, ces principes, finalement, il les émet, mais ils seront très souvent mis en œuvre pour une part d'entre eux. Étaient-ils bons? Ça, c'est une autre question. Au centre de la ville, la gare, avec plateforme d'atterrissage des avions taxis. Il met l'aéroport au centre-ville. Donc, évidemment,
ça n'existe nulle part, ça. Où il y a quelques endroits très contraints par la géographie, au Japon par exemple, où les aéroports ont peu de place pour se développer. Bon, vous voyez bien que là, on est sur de la théorie. Quand on a déjà vu à quoi ressemble un avion, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas mettre ça en centre-ville. D'abord parce que c'est dangereux, mais aussi parce que c'est extrêmement bruyant. Donc Le Corbusier, au centre, le moyen de transport moderne, les avions. Ensuite, il fait des grandes rues, nord, sud, est, ouest, la grande traversée pour véhicules rapides. Il veut accroître les moyens de circulation, donc il fait 2 rues qui se coupent à angle droit. Et ça, ce n'est pas du tout nouveau, puisque les Romains fabriquaient déjà comme ça. Les Romains, quand ils créent une ville, quand ils créent une colonie, quand ils s'installent dans un territoire vierge pour fabriquer une ville nouvelle, eh bien, ils font 2 rues qui se couplent à angle droit, qu'on appelle le cardo et le decumanus, cardo et decumanus, et au centre de ce croisement, ils mettent tous les bâtiments officiels. Ils mettent le forum, c'est-à-dire le lieu de la vie collective, la place centrale, ils mettent les temples, ils mettent les lieux de stockage du blé, la nourriture, ils mettent les lieux à la fois politiques et culturels. Donc il reprend cette idée-là. Le Corbusier, simplement, il ajoute une petite chose tout à fait étrange, passerelle surélevée de 40 mètres de large. Et donc au centre de la ville, qu'est-ce qu'il met? Il met l'autoroute. Donc il y a 2 autoroutes très larges qui traversent toute la ville. Et c'est le grand problème du Corbusier, au bout du compte. C'est que ces villes sont esthétiques, elles sont philosophiques, mais elles sont inhabitables. Puisque à aucun moment on se demande si ça va faire du bruit, si ça va être praticable pour les habitants. Non, ça c'est une question qui ne l'effleure pas. Ensuite, au pied des gratte-ciel, et donc gratte-ciel, voilà une réponse à l'habitat. On va construire en hauteur. Des places de 2400 x 1500 mètres, 364 000 mètres carrés, couvertes de jardins, parcs et quinconces, donc des petites ornementations. Dans les parcs, au pied et autour des gratte-ciel, les restaurants, cafés, commerces de luxe, bâtiments à 2 ou 3 étages en gradin, les théâtres, salles, etc. Les garages à ciel ouvert ou couverts. Donc, on a des grands centres des affaires, ça va être décrit par la suite, c'est des gratte-ciel, et autour des gratte-ciel, on va avoir les lieux de distraction. Il faut supposer que les gratte-ciel sont le travail, et donc autour du travail, il y a la distraction. Il le dit d'ailleurs, les gratte-ciel abritent les affaires. À gauche, les grands, puisqu'il a un carré, donc coupé en 2 autoroutes. Il y a un haut, à droite, il y a 4 carrés. Donc à gauche, les grands édifices publics, musées, maisons de ville, services publics. Plus loin, à gauche, le jardin anglais. Le jardin anglais est destiné à l'extension logique du cœur de la cité. À droite, parcouru par l'une des branches de la grande traversée, les docks, les quartiers industriels avec les gares de marchandises. Tout autour de la ville, les zones asservies, futaies, prairies. Au-delà, les cités-jardins formant une large ceinture. Donc, si vous voulez, vous avez une ville qui est extrêmement spécialisée. Spécialisée, c'est-à-dire que chaque quartier a ses spécialités. Vous avez un carré administratif, vous avez un carré d'affaires, vous avez un carré industriel et des autoroutes qui relient tout ça. Contrairement évidemment aux villes telles qu'elles ont toujours fonctionné, où tout s'imbrique, puisqu'elles sont construites historiquement avec rajout par-ci par-là d'éléments. Donc on a des villes qui répondent à la règle de la spécialisation de chaque grand quartier. L'idée, c'est qu'on est perpétuellement en mouvement. C'est ça l'idée qui est centrale là-dedans. Quand il décrira les cités-jardins, donc les lieux d'habitation, Le Corbusier va finalement décrire ce qui là sera mis en place
dans l'architecture du XXe siècle, à savoir cette idée que l'uniformisation permet de limiter les coûts. Les grands philosophes du XIXe siècle, ils pensaient que l'uniformisation de l'urbanisme permettait de créer une société nouvelle. Au XXe siècle, on s'intéressera surtout au coût de l'urbanisme et non pas tellement à la société que ça impliquait. La conséquence, c'est que nous avons maintenant des problèmes liés à cet urbanisme en béton. Cité-jardin, esthétique, économique, perfection, esprit moderne. Un mot résume la nécessité de demain, il faut bâtir à l'air libre. La géométrie transcendante, donc, qui dépasse tout, doit régner, dicter tous les tracés et conduire à ses conséquences les plus petites et innombrables. La ville actuelle se meurt d'être non géométrique. Bâtir à l'air libre, c'est remplacer le terrain biscornu, insensé, qui est le seul existant aujourd'hui, par un terrain régulier. Hors de cela, pas de salut. La ville, telle que l'histoire nous l'a léguée, elle a des contraintes. En plein milieu, vous avez une cathédrale. Bon, la cathédrale, elle prend une certaine place. À côté, vous avez une mairie. À côté, vous avez une église. À côté, vous avez un hôtel particulier. À côté, vous avez une caserne. Vous avez un rempart. Bon, historiquement, la ville, c'est un legs que le passé nous a donné. Si vous voulez construire là-dedans, on vous dit, voilà, il y a ici 15 mètres x 10 de libre. Vous pouvez construire sur quelque chose de 15 mètres x 10, mais ce 15 mètres x 10, il faut, peut-être que ça s'accorde un petit peu avec ce qu'il y a autour, la vieille cathédrale, l'hôtel particulier, la caserne. Donc Le Corbusier dit non, voilà, on hérite de terrains biscornus, c'est-à-dire tarabiscotés, mais maintenant, il faut construire de manière géométrique, c'est-à-dire qu'on rase tout ça, on construit ailleurs, et puis on trace des traits, des lignes, des cercles, on trace des grandes perspectives, on fabrique géométriquement, c'est-à-dire scientifiquement, avec une pensée qui est que le tracé géométrique fabriquera une ville parfaite, un nouvel urbanisme. Le problème, évidemment, c'est que ce nouvel urbanisme, il va être peuplé avec une ancienne société. Il y a la société, l'individu, il est comme il est. Lui, il ne va pas changer sous prétexte qu'on lui a fait une pièce parfaitement rectangulaire pour vivre, alors qu'elle était carrée dans son ancienne habitation, ou circulaire, ou arrondie, ou voilà. Donc, changer le lieu d'existence, oui, Le Corbusier ne développera pas l'idée qui va avec, qui est que c'est quand même fait pour être habité. Une remarque encore en passant, tous les grands architectes de l'Antiquité grecque et romaine fabriquaient déjà de manière géométrique. Thalès, vous avez peut-être souvenir qu'il y a un théorème de Thalès. Thalès, mais tous les autres aussi, mathématiciens et architectes, ils fabriquaient des villes de manière géométrique. Ils découpaient toute la ville en petits carrés, ils faisaient des avenues, je l'ai dit tout à l'heure, et puis on fabrique des sous-avenues. Bref, les villes ont un plan parfaitement géométrique, parce que ça permet la circulation, parce que ça permet l'évolution, sauf qu'ils ne construisent pas en hauteur, ils construisent à plat. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de grandes tours de 30 étages qui coexistent avec une autre de 30 étages. On a des petites maisons qui coexistent les unes avec les autres, ce qui fait que le problème social se pose de manière beaucoup moins importante. Je reprends Le Corbusier. Conséquence des tracés réguliers, la série. On fabrique en série, donc de manière identique. Conséquence de la série, le standard. Standardisé, ça veut dire fabriqué de la même façon, et donc l'habitation va être standardisée. Toutes les habitations vont être identiques. Mais les individus sont-ils identiques? Ça, c'est une autre question. Conséquence de la série, le standard.
la perfection, la création des types. Le tracé régulier, c'est la géométrie entrant dans l'ouvrage. Il n'y a pas de bon travail humain sans géométrie. La géométrie est l'essence même de l'architecture. Pour introduire la série dans la construction de la ville, il faut industrialiser le bâtiment. Le bâtiment est la seule activité économique qui se soit dérobée jusqu'ici à l'industrialisation. Le bâtiment a donc échappé au progrès. Il est donc demeuré hors des prix normaux. Ça, c'est une constatation qu'il refait, hein, je l'ai déjà expliqué, c'est qu'on fabrique en fonction du lieu, donc on fabrique sans pouvoir standardiser la production. L'architecte est déformé professionnellement, il s'est pris à aimer le terrain biscornu, prétendant y trouver le secret des solutions originales. L'architecte est dans l'erreur, on ne peut plus bâtir dorénavant que pour les riches, ou alors à perte, avec les budgets municipaux. Ce qui d'ailleurs est une remarque tout à fait étrange de sa part, c'est-à-dire qu'il considère qu'effectivement, à partir du moment où on travaille pour un État ou une municipalité ou une région, de toute façon, on va dépenser l'argent public, beaucoup, pour des résultats moindres. C'est le principe même de la fabrication. Pour le service public, on fabrique à perte. Ou alors, on bâtit mal, privant l'habitant du confort indispensable. Une auto faite en série est un chef-d'œuvre de confort, d'exactitude, d'équilibre et de goût. Une maison bâtie sur mesure, sur un terrain biscornu, est un chef-d'œuvre d'incongruité, un monstre. Donc fini l'architecte artiste, en quelque sorte. Fini l'architecte qui travaille sur une commande individuelle. Maintenant, on a des architectes qui vont fabriquer des grandes tours. Alors les gratte-ciel, hein, ça existe déjà depuis le milieu du 19e siècle, aux États-Unis en particulier. Mais c'est vrai que l'Europe n'en a encore pas spécialement. Donc en 1925, eh bien, Le Corbusier pense qu'il faut lancer les grands ensembles bétonnés pour des raisons économiques. Voilà ce qu'il dit encore. Si l'on industrialise le chantier, on peut former des équipes ouvrières aussi fines et intelligentes que celles des mécanos. Le mécano date de 20 ans et il constitue la caste supérieure du monde ouvrier. Le maçon date de toujours, il cogne à coups de pied et à coups de masse. Il massacre tout autour de lui. Le matériel qu'on lui confie est anéanti en quelques mois. Il faut réformer l'esprit du maçon en le faisant entrer dans les rouages sévères et exacts du chantier industrialisé. Le prix de revient s'abaissera de 10 à 2. La main-d'œuvre du bâtiment par la taylorisation. Taylorisation, je rappelle que Taylor et Ford créent le travail à la chaîne dans ces années 1900 aux États-Unis, dans les usines de voitures. Donc, la main-d'œuvre du bâtiment se classera à chacun suivant ses mérites, récompense des services rendus. Il continue, le terrain biscornu absorbe toutes les facultés créatrices de l'architecte et épuise son homme. L'œuvre qui en résulte est biscornue, par définition, avorton, bancal, solution hermétique, ne réjouissant que celui qui en connaît les dessous. Il faut bâtir à l'air libre, à l'intérieur, à l'extérieur, tous les échelons hiérarchiques, techniques étant gravis par l'œuvre conduite avec économie. Interviendront alors les joies intenses de l'art, portées par la géométrie. Il n'y a pas un endroit où on parle de l'habitant. Il n'y a pas un endroit où on va signaler que ces villes sont faites pour être habitées. Certes, l'économie, les transports, les centres des affaires, les centres d'industrie, donc tout ça très bien. Certes, l'abaissement des coûts dans la fabrication des immeubles, ça d'accord, mais la société. Alors la science-fiction, elle s'est beaucoup intéressée à cela et elle est repartie de là pour essayer de se demander ce que justement ça serait une société. Alors je vous propose tout d'abord un premier regard sur un écrivain tout à fait intéressant qui s'appelle Robert Silverberg.
Robert Silverberg, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les monades urbaines ». Qu'est-ce que c'est qu'une monade? Eh bien, c'est une tour de plusieurs centaines d'étages. Alors, nous sommes avec lui en l'an 2381. L'humanité fait 75 milliards d'habitants. Elle est un petit peu sur Vénus, elle est un petit peu sur 2 ou 3 planètes comme ça, mais tout le monde habite finalement sur la Terre. Alors, comment faire? Eh bien, on a construit à la Corbusier, le nom n'est pas donné, mais on a construit comme ça au bout du compte, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des immenses tours de plusieurs dizaines d'étages, centaines d'étages, et ces tours qui superposent les étages, eh bien, ces tours, elles vivent avec tout autour des champs exploités par des agriculteurs, et on nourrit la ville, mais on vit les uns sur les autres. Mais alors, comment une société comme ça peut fonctionner? Eh bien, dans ce roman de Robert Silverberg, eh bien, on va avoir, chaque chapitre est dans un étage différent, avec un héros différent, c'est plein de petites nouvelles, et on va voir la vie de ces gens de la ville. Et le premier chapitre, c'est justement un habitant de Vénus qui vient, qui ne connaît pas le principe, et on va lui expliquer le principe. Donc, on va visiter quelques étages. Alors voici ce que on dit. Le premier personnage, il habite au 799e niveau. Permettez-moi de vous montrer d'abord mon intérieur. Voici Shanghai. Je veux dire que c'est ainsi que nous appelons ce bloc de 40 étages, du 761e au 800e. J'habite à l'avant-dernier niveau de Shanghai, ce qui est une marque de mon statut. Nous avons ainsi 25 cités dans la monade 116. La plus basse est Reykjavik et la plus élevée est Louisville. Donc nous avons des étages, 1000 étages. Ces étages se coupent en tranches de 40 étages et ces 40 étages forment une ville. Mais le personnage, il habite à l'avant-dernier étage de sa ville et c'est la marque de son statut. Eh bien, oui, parce que finalement, le haut, le bas, ça existe. Le haut, le bas, ça existe, même dans une ville de ce type-là. Et donc, les villes, plus on monte en hauteur, plus on a un statut social important. Et donc, les pauvres en bas, les riches au-dessus. Comment les noms sont-ils choisis? Demande le visiteur. Par un vote des citoyens, nous sommes démocratiques. Avant, Shanghai s'appelait Calcutta, ce que personnellement je préférais, mais une petite bande de mécontents du 770e étage ont réclamé un référendum en 2375. Je pensais qu'il n'y avait pas de mécontents dans les monades urbaines, remarqua Gortman. Gortman, c'est le visiteur. Materne sourit. Materne, c'est l'habitant. Ce ne sont pas des mécontents dans le sens commun, mais nous tolérons certains conflits. L'homme ne serait pas ce qu'il est sans conflit, n'est-ce pas? Même ici. Et donc, on va visiter l'ensemble de ce monde de villes. Voici quelques passages encore. À notre niveau, dit Materne, nous atteignons une moyenne de 6,2 enfants par famille. Je dois reconnaître que c'est un des plus faibles taux de notre bâtiment. Il semblerait que les couches à haut statut procréent moins. À Prague, il y a un étage, je crois que c'est le 117e, où ils atteignent 9,9 par famille. Ne trouvez-vous pas cela sublime? Et le visiteur dit, vous ironisez, c'est une plaisanterie. Et l'autre, il dit, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, nous sommes dans des sociétés qui, pour arriver à fonctionner, ont adopté le principe de Fourier, et là encore, le nom n'est pas cité, mais c'est une référence très directe, à savoir que nous vivons, enfin, ils vivent dans la liberté sexuelle la plus totale. Autrement dit, vous formez un couple, peut-être, oui, certes, vous êtes mariés, mais tous les soirs, vous changez d'appartement. Vous avez un appartement à vous, avec des enfants, qui sont finalement les enfants de la femme.
Quant à savoir qui est le père, eh bien, on n'en a pas la moindre idée, puisque de soir en soir, tout le monde change d'appartement. Nous avons une soupape sociale en quelque sorte, qui est le fait qu'on est complètement libre de sa vie privée. De surcroît, on a une pensée centrale qui est celle de Dieu. Pourquoi fait-on tant d'enfants? Eh bien, pour remercier Dieu de la création. Donc, il y a deux grands interdits dans ces monades, dans ces villes-mondes. C'est la vie privée. La vie privée est totalement libre. Et puis, d'un autre côté, c'est l'incroyance. Tout le monde croit en Dieu et tout le monde fait des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et puis, la société est totalement donc hiérarchisée par couches en fonction des étages. Ça étonne beaucoup, évidemment, le visiteur. Et à un moment donné, il va poser la question de la limitation des naissances et ça va provoquer une sorte de stupeur collective. C'est un interdit de parler de la limitation des naissances parce que tout le système social en serait remis en cause. On apprendra donc qu'il y a des appartements, nous allons voir la description tout à l'heure des appartements, mais je continue un petit peu sur l'organisation sociale. Quelle est la population de ce 799e étage? 805 aux dernières nouvelles, et de Shanghai autour de 33 000, et de la monade urbaine 116, 881 000. Et donc, si on multiplie par le fait qu'il y a 50 tours les unes à côté les autres, ça fait 40 millions de personnes. Et si on prend la population de l'Europe, eh bien, ça fait 75 milliards. Voici notre intérieur, dit Materne. L'appartement de Materne est très logeable. Il fait presque 90 mètres carrés de superficie. La plateforme de repos se dégonfle, les couchettes des enfants se rétractent, les meubles se déplacent facilement pour dégager une aire de jeu suffisante. En fait, la plus grande partie de la pièce est vide. L'écran et le pupitre électronique occupent des surfaces bidimensionnelles de parois et remplaçant avantageusement les anciens postes de télévision si laids, les bibliothèques, les bureaux, les tiroirs et autres objets volumineux et encombrants. C'est un appartement aéré et spacieux, particulièrement pour une famille de 6 personnes seulement. Et donc oui, puisque nous sommes dans un système d'égalité, on n'a pas de biens matériels. Puisque nous sommes dans un système d'interchangeabilité, il n'y a pas de meubles non plus. On vit sur des meubles, on dort sur des lits gonflables qu'on dégonfle. Et donc, on a un vaste espace finalement libre, finalement, sans rien dedans. Et on apprendra que les célibataires ou les jeunes couples en attente d'un logement lié à la mortalité, d'un logement, eh bien, vivent dans des dortoirs collectifs. Et tout cela est possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus rien ne se fait seul. D'ailleurs, à un moment donné, Materne dit « J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on se promène tout nu. » Oui, parce qu'au bout du compte, ils vivent quasiment nus tout le temps, nus chez eux, mais pratiquement aussi à l'extérieur, entièrement nus, et ils font tout en public. Pour poursuivre un petit peu notre tour sur la propriété, les portes ne sont pas fermées dans la monade 116, donc on peut aller du millième étage au premier étage sans qu'il n'y ait aucune porte fermée. Nous ne possédons pas de biens personnels qu'il vaille d'être gardés et nous sommes tous socialement adaptés. La nuit, il est parfaitement normal d'entrer dans d'autres intérieurs. Ainsi, nous échangeons tout le temps nos partenaires. En général, ce sont les femmes qui restent chez elles et les hommes qui bougent, quoique cela ne soit pas impératif. Chacun de nous a le droit, à tout moment, de connaître n'importe quel autre membre adulte de notre communauté. Sur encore ce monde donc parfait, le bâtiment, donc la tour en elle-même, est construite en béton précontraint. Il a été élevé autour d'une colonne centrale de 200 mètres carrés qui abrite les services. À l'origine, les plans prévoyaient 50 familles par niveau, mais nous sommes aujourd'hui à 120. Les anciens appartements ont été divisés en habitations d'une pièce et nous sommes totalement autonomes avec nos propres écoles, nos hôpitaux, nos terrains de sport, nos maisons de culte et nos théâtres. Et la nourriture?
il y a l'habitat, ce qui va avec, finalement, c'est l'organisation sociale et la distraction, donc je disais tout à l'heure la sexualité, et puis la bouffe. La nourriture doit être gérée à un moment ou à un autre. Nous n'en produisons pas, bien sûr, mais nous passons des contrats avec des communes agricoles. Je suis sûr que presque 90% des terres de ce continent sont utilisées pour la production de nourriture. Il y a aussi des fermes marines. Avant, nous gâchions la superficie agraire en construisant horizontalement ou en nous étalant, mais maintenant, il y a bien assez de nourriture sur cette planète. N'êtes-vous pas à la merci des communes agricoles ? Demande le visiteur. Et il répond non. Les habitants des villes n'ont-ils pas toujours été à la merci des agriculteurs ? Mais on dirait que vous considérez la vie sur Terre comme une guerre perpétuelle. Actuellement, notre système écologique est parfaitement bien articulé. Nous sommes nécessaires aux agriculteurs. Nous sommes leur seul débouché et leur unique source de biens manufacturés. Ils nous sont nécessaires étant notre unique source de nourriture. On donne des machines aux paysans, les paysans donnent leur nourriture. C'est donc une cité qui vivra aussi essentiellement du recyclage, puisque la colonne centrale de cette tour, c'est un grand égout, finalement, dans lequel on jette tout, tous les problèmes, tous les déchets organiques, y compris les cadavres, et ils seront recyclés pour fabriquer de la chaleur ou pour fabriquer eh bien, tout ce que organiquement on peut fabriquer, essentiellement tout de même de la chaleur. Il est évident que 800 000 personnes vivant dans un lieu fermé produisent un énorme surplus thermique. Une partie de cette chaleur est directement évacuée vers l'extérieur. Une autre partie est aspirée jusqu'ici, fait tourner les générateurs d'énergie. En hiver, bien sûr, nous la faisons circuler dans les conduits intérieurs pour le chauffage du bâtiment. Reste que tout de même, il y a une structuration. C'est vraiment merveilleux, dit le visiteur. Je n'arriverais pas à imaginer comment une si petite planète pouvait survivre avec une population de 75 milliards d'habitants. Vous avez rendu possible cette, Materne conclut, ajoute, l'utopie. Oui, c'est ce que je voulais dire, dit Gortman. Et on va apprendre quand même que si le système fonctionne, c'est évidemment par cette croyance en Dieu structurant la société, c'est par cette libre sexualité et absence d'intimité totale, mais c'est aussi par la hiérarchisation sociale. Voici Reykjavik, annonce sa materne, population essentiellement constituée par le personnel du service d'entretien. Nous essayons autant que possible d'éviter la stratification par classe, mais chaque cité possède une population prépondérante, ingénieurs, universitaires, gens du spectacle, artistes. Enfin, vous voyez, Shanghai, où j'habite, est essentiellement peuplé d'universitaires. C'est une manifestation de l'esprit de corps. Et puis, il va se passer un incident. Il va se passer un incident, c'est qu'à un moment donné, un jeune homme de 20 ans sort de chez lui exaspéré en hurlant, encore enceinte, encore enceinte. Sa femme, qui a le même âge qu'elle, lui, est enceinte pour la xème fois d'un enfant, et lui, il n'en peut plus. Et c'est ce que Materne va expliquer, c'est qu'il y a quand même des anomos, des anormaux. Les anormaux, et ces anormaux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous nous efforçons de minimiser les frictions qui peuvent intervenir dans un environnement comme le nôtre. Ainsi, nous ne refusons jamais rien à personne, nous satisfaisons tout désir raisonnable, mais il arrive parfois que quelques-uns décident tout à coup qu'ils ne peuvent plus vivre selon nos principes, ils oublient la réalité, ils frustrent les autres, ils se rebellent. C'est très pénible. Que faites-vous de ces anomos ? Nous les anéantissons, bien sûr. Et donc, il y a élimination. Élimination de ceux qui ne sont pas conformes, qui n'acceptent pas les règles de cette société-là. Et il va d'ailleurs, on va apprendre d'ailleurs dans le dernier paragraphe que le frère même de Materne était un anormal. Parler avec un étranger, finalement, ça réactive des souvenirs anciens et ça finit aussitôt. Sans prévenir, le visage de son frère se matérialise dans sa mémoire. Geoffrey, son frère aîné d'1 an, qui lui aussi avait dévalé la chute, les anormaux, on les balance dans le puits central.
Jeffrey, le pleurnicheur, le voleur, Jeffrey l'égoïste, Jeffrey l'inadapté et l'inadaptable qui avait dévalé la chute. Un instant materne se sent défaillir, il chancelle, il agrippe nerveusement une poignée de porte pour ne pas tomber. Société parfaite, mais chaque chapitre va nous montrer donc des visages de cette société. Le chapitre 2, par exemple, est lié à la surpopulation. On a construit une nouvelle tour de 1000 étages, il faut la peupler. Donc, on va prendre les jeunes couples qui n'ont encore pas de d'appartements, et ils n'ont pas de vêtements non plus d'ailleurs, mais d'appartements, et on va les expulser. On va les expulser, enfin, on va les faire habiter dans une tour nouvelle. Mais c'est un déchirement que de quitter son étage. On va suivre aussi un anomos, justement, quelqu'un qui voudrait voir à quoi ressemble la vraie terre, la terre en tant que matière, la terre cultivée. Et donc, il va trouver un moyen pour s'échapper de la tour et pour aller mettre la main dans la terre, ce qui est considéré comme un acte d'une totale anormalité. Donc, les monades urbaines, on pousse ce principe qui était de la philosophie utopique, qui est de construire en hauteur. Mais si on construit en hauteur, ça veut dire que tout le monde a le même appartement, que tout le monde est entassé. Il faut un nouveau système social, il faut un nouveau système moral, il faut un nouveau système de production. Et eh bien, l'humain est-il fait pour cela? Eh bien, pas sûr du tout. Le livre de Silverberg commence par 2 citations. Une de l'homme politique et écrivain romain Cicéron, du 1er siècle avant Jésus-Christ. « Nous avons été créés pour nous unir à nos semblables et pour vivre en communauté avec la race humaine. » C'est ce que disait Aristote, le philosophe grec, qui disait que l'homme est un animal social, un animal politique, c'est un animal qui est fait pour vivre en bande, en groupe. Mais autre citation de Jean-Jacques Rousseau, philosophe français du XVIIIe, « L'homme est de tous les animaux celui qui peut le moins vivre en troupeau. Des hommes entassés comme des moutons périraient tous en très peu de temps. La laine de l'homme est mortelle à ses semblables. Ce n'est pas moins vrai au propre qu'au figuré. » Fabriquer des villes, oui, mais qu'en est-il de la société? En tout cas, comme le dit Fourier, si on imagine une ville nouvelle, il faut envisager un habitat. Imaginons une tour de 1000 étages. Ça implique nécessairement un système de production qui vous nourrit. Ça implique nécessairement un système de hiérarchie et ça implique nécessairement un système moral. Et la moralité, c'est l'amour libre, comme l'avait supposé Fourier. On passe à un autre auteur dont je vais vous parler beaucoup, c'est Jack Vance. Alors Jack Vance, c'est un des grands auteurs de science-fiction du XXe siècle. Il est né en 1916, il est mort en 2013. Il a presque vécu 100 ans. Et il s'est amusé à présenter des planètes lointaines. Et ces planètes lointaines, elles sont régies par des systèmes très différents les uns des autres qu'il va décrire. C'est des romans d'aventure, donc il y a un héros à qui il arrive toutes sortes d'aventures, mais il y a aussi un arrière-plan social. Dans la série Alastor, c'est une constellation, c'est une galaxie. Il y a plusieurs planètes. Il y a Marune, il y a Whist, il y en a quelques autres. C'est des modèles de construction très différents. Dans Whist, c'est une société égalistique. Alors, on part d'un principe que sur cette planète-là, les hommes ont aboli le travail. Ils ont aboli le travail, ils ont des tours de labeur, ils travaillent 4 heures par semaine, ils ont des tours de labeur où, tirage au sort, aujourd'hui vous êtes douanier, aujourd'hui vous êtes agriculteur, aujourd'hui, enfin agriculteur, on verra ce que c'est que l'agriculture chez eux, la nourriture, aujourd'hui vous êtes à l'entretien de quelque chose, aujourd'hui vous êtes mécanicien, voilà 2 heures, et vous faites ça 4 heures par semaine. Une société qui reposera donc sur l'absence de travail, une société qui reposera sur l'habitat collectif. On vous attribue un logement. Dans ce logement, vous le partagez avec quelqu'un d'autre.
il n'y a pas grand-chose dedans. Ce logement, il est dans des immeubles. Chaque immeuble est très différent l'un de l'autre par sa couleur. Euh, le vieux rose, le héros habitera dans un bâtiment rose vieilli, le vieux rose. D'autres habiteront dans le prune, dans le violet, d'autres dans le cigare, couleur cigare. Bon. Donc, il y a tout un ensemble de bâtiments avec des appartements partagés par 2 personnes. Ces 2 personnes mangent collectivement dans une cantine et puis vont faire leur travail de 2 heures quand c'est leur tour. Et là encore, c'est une société libre sexuellement. Vous n'êtes pas obligé de vivre maritalement avec la personne qui partage votre appartement. En tout cas, elle peut recevoir qui elle veut et vous pouvez recevoir qui vous voulez. Vous avez, par tirage au sort, finalement, occupé les différents lieux d'habitation. Alors, quelques citations aussi sur de ce roman. Tout d'abord, la foule. C'est une planète surpeuplée. Et cette planète surpeuplée, elle est faite d'immeubles au kilomètre pour les villes, avec de vastes trottoirs roulants, qu'ils appellent des glissoires, qui vous emmènent là où vous avez besoin d'aller. Mais comme vous ne travaillez pas, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup quelque part. Donc les gens prennent les glissoires pour se promener. Et donc il y a des milliers et des milliers de personnes sur les trottoirs roulants en permanence qui se déplacent. Une rampe descendait vers la plateforme d'accès. Ils se dégagèrent de la foule et se laissaient remporter vers l'ouest, tandis qu'ils passaient sur les bandes rapides. Gentif qui est donc le héros, qui vient de l'extérieur, prit conscience d'un effet étrange. Quand il regardait par-dessus l'épaule vers la droite, les visages les plus proches devenaient flous et se fondaient les uns dans les autres. Lorsqu'il regardait derrière lui à gauche, les visages semblaient se matérialiser à partir du néant, persistaient un instant, puis disparaissaient vers l'avant pour se perdre dans le même au-delà anonyme. Les blocs défilaient, chacun d'une couleur différente, des roses, des jaunes, des bruns, des verts aux nuances innombrables, vert mousse, vert bleu cadavérique, vert noir, vert olive. Il y avait aussi la gamme des orangés, des rouges, rouge fané, violacés, rehaussés par la lumière du soleil. La ville est donc faite de plein de bâtiments différents dans lesquels habitent des individus qui développent une culture particulière. Il ne faisait aucun doute que la couleur de chaque bloc exerçait une influence sur ses habitants. Ce bloc couleur pêche tacheté de Havane, qui avait choisi de telles nuances? Selon quels critères? Blanc tirant sur la lavande, bleu franc, vert acide. Cela se succédait sans répétition, et chaque couleur devait être chère à ceux qui l'avaient choisi et qui vivaient dans le bloc. On a une société égalistique. Tout le monde possède la même chose que tout le monde vit dans un appartement absolument identique à tout le monde, mais tout le monde développe finalement une sorte de culture d'immeuble liée à la couleur de son immeuble et à la micro-société qu'il fabrique. L'organisation sociale est elle aussi relativement simple. Les appartements avaient été prévus à l'origine pour abriter des couples mâles-femelles ou autres, mais ce principe a été considéré comme sexivationniste. Alors, les déviations sexuelles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de vouloir rester en couple, comme l'avait dit Fourier. Et les appartements sont désormais attribués au hasard, quoique cela donne souvent lieu à des marchandages. Celui qui arrive en Arabus, dans la ville principale, doit laisser ses préjugés derrière lui. D'ores et déjà, j'ai appris ceci: quelles que soient les similitudes apparentes avec ce que l'on connaît, on ne doit pas se laisser abuser. Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent être. Le système fonctionne et nul ne désire en changer. Les Arabins semblent satisfaits, heureux, et en tout cas passifs. Ils placent au-dessus de tout les loisirs qui constituent le but de leur existence.
et ce, au détriment des biens personnels, de la bonne chère et même d'une certaine liberté. Ils sont loin d'être très cultivés et personne n'est expert en aucun domaine spécialisé. La maintenance et les réparations sont assurées par ceux qui sont désignés pour cela, ou, dans les cas majeurs, par les firmes des entrepreneurs. La conséquence de ce fait qu'on ne travaille pas, c'est qu'on n'a pas besoin de se spécialiser. Mais la conséquence aussi, c'est qu'on est tout à fait incompétent en général. Et nous avons plusieurs exemples où, à la douane, par exemple, le douanier demande un papier et personne ne l'a. Alors, il renvoie tout le monde chercher le papier jusqu'à ce qu'un de ses voisins lui dise « Mais le papier n'est plus demandé depuis 6 mois ». Et le douanier dit « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas été douanier, moi, depuis quelques années, donc je ne savais pas ce qu'il fallait ». La société est faite de gens qui font les emplois nécessaires, mais pas les emplois qu'ils savent particulièrement faire. Et l'autre douanier dit, d'ailleurs, moi, la dernière fois, j'étais dans une usine de chaussures, j'ai mal réglé les chaussures, elles ont toute une pointe de 5 centimètres. Ça va lancer une mode, parce que de toute façon, des centaines de personnes vont avoir des chaussures avec un bout allongé. On verra encore cette incompétence avec les écrans de ce qu'on appellerait la télévision, où l'un est mal réglé, personne ne sait le régler. Les personnes dont c'est le travail pour ce jour-là de régler le téléviseur arrivent, lisent les manuels, n'arrivent rien à faire parce qu'il n'y a pas de spécialiste. Mais quand il y a un cas vraiment grave, eh bien, on a une caste très méprisée qui sont les entrepreneurs, qui sont finalement les possesseurs des savoirs techniques, qui vivent hors de la ville, qui se sont constitués de ce fait des palais énormes parce qu'ils sont riches de fait, puisque tout le monde a besoin d'eux, et qui réalisent les travaux essentiels. Donc, c'est une société qui est sans travail, donc finalement sans argent. On gagne des jetons, mais on ne sait pas quoi en faire. Qui est finalement aussi sans pression, stress lié à cette dimension du travail. Une société très mécanisée, tout repose sur des machines, et il y a des conversations très intéressantes avec le héros sur cette question-là. Voici ce que dit Gentif dit à son voisin, mais si vous voulez, je vous montre comment on règle une télévision. Il dit, je ne veux pas accroître mes compétences, cela impliquerait une prédisposition au travail. Pour des êtres civilisés, le travail est une occupation contre nature. Je suppose que le travail n'a pas de vertu inhérente, admit Gentif, à moins bien sûr qu'il ne soit accompli par quelqu'un d'autre. Le travail est la fonction utilitaire des machines. Augmentons les capacités des machines. C'est aux automates de réfléchir, de peiner. Notre temps d'existence est tellement, tellement court. Pourquoi en gaspiller, ne serait-ce qu'une seconde? Et ailleurs encore, la vie est brève. Pourquoi gaspiller une seconde dans un labeur ingrat? La technologie est là pour ça. Donc, il faut développer et augmenter la technologie afin de diminuer autant que possible les travaux pénibles. Il faut les laisser aux machines. Le but véritable de l'existence, son essence même, c'est le loisir. Ce serait pas parfait si les machines pouvaient tout faire, mais elles ne peuvent pas se réparer elles-mêmes. Elles sont incapables d'accomplir certaines tâches humaines. Alors même les arabins doivent trimer. Mais les machines poussent l'ingratitude jusqu'à tomber en panne. Il faut louer des entrepreneurs dans les enceintes des villes et autres lieux, perdus au fin fond de la campagne. Inutile de dire que ces entrepreneurs ne travaillent pas pour rien. En fait, c'est du moins ce que l'on m'a dit. Ils absorbent presque la totalité du produit brut d'Arabus. Parce qu'il faut quand même avoir des produits qui viennent de l'extérieur. Et finalement, les Arabins, les habitants de cette ville et de toute la planète, eh bien, ils sont soumis à des prélèvements biologiques. On prélève leur sang, on prélève leur moelle, on prélève tout ce qui peut se vendre à l'extérieur de la planète, aux entreprises pharmaceutiques par exemple. Et une fois de temps en temps, eh bien, vous devez donner vos sécrétions, en quelque sorte, sang, humeur,
bon, pour faire rentrer des devises dans la planète. Et ces devises, elles sont absorbées par ces entrepreneurs qui entretiennent les machines. Du point de vue politique, c'est un système tout à fait simple puisque c'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort qui place des chefs. Je résume, en gros, nous avons dans chaque bloc, dans chaque habitation, nous avons l'élection d'un représentant. Voilà, parmi les 23, dans chaque bloc, à chaque étage, quelqu'un est tiré au sort et devient moniteur. Parmi les 23 moniteurs, on tire également au sort le gardien de bloc. Toujours par tirage au sort, on désigne un délégué parmi les gardiens. Chacun des 4 divisions métropolitaines est représenté par un comité de délégués. Et c'est toujours par voie de hasard que les délégués sont choisis pour faire partie des chuchotements. Et il y a 4 chuchotements qui sont les 4 dirigeants de la planète. Reste que cette société, elle va quand même avoir des travers qui vont se révéler très rapidement, qui sont le fait que les machines ont besoin d'être entretenues, qui sont le fait que le système politique et policier est fait finalement toujours par des amateurs, et puis surtout par le fait qu'il faut se nourrir. Alors on a résolu ce problème-là en faisant en sorte que tout le monde mange la même chose. On boit ce qu'on appelle le drinquant, on mange ce qu'on appelle la branluche, c'est une sorte de pâte, et cette pâte et ce drinquant sont faits à partir de pâtes nutritives qu'on appelle le bourron, et tout le monde mange ça toute sa vie. Mais le résultat, c'est que ça crée une sorte de déviation sociale, c'est que la préoccupation unique des habitants de cette planète, c'est de trouver de la boniture, c'est-à-dire de la bonne nourriture, et de fabriquer de la rinsure, c'est-à-dire de l'alcool. Donc, dans chaque bloc, à chaque étage, on distille en secret du bourron, la pâte nutritionnelle, pour fabriquer de l'alcool de contrebande, de la rinsure. Et puis, périodiquement, eh bien, on fait des expéditions dans la nature, dans la campagne, pour essayer de trouver un vrai navet, une vraie poule, de la vraie nourriture. Et c'est une déviation de la société que ceux qui ne pensent qu'à manger. Et les habitants des villes partent en expédition pour aller piller les fermes alentour pour avoir non pas cette pâte nutritionnelle, mais de la vraie nourriture. Et ils se font battre, ils se font poursuivre par des chiens, ils se battent avec les paysans. Enfin bref, c'est leur préoccupation initiale, essentielle, manger. Mais comme c'est une déviation, ça passe toujours au second plan, mais ils ne pensent qu'à ça. De fait, il y a une sorte de population gitane dans les campagnes qui leur organise des festins avec de la vraie nourriture auxquels ils vont en payant extrêmement cher. Et on apprendra à un moment que le bourron, la pâte nutritionnelle, elle est faite avec évidemment de la nourriture transformée, mais aussi avec le recyclage organique, de tout ce qui est organique. Et puis on apprendra aussi que les festins de gitans, eh bien, on ne mange pas que des animaux, on mange aussi d'autres types de créatures. On apprendra que donc c'est du cannibalisme. C'est une société donc qui dysfonctionne par bien des aspects, qui fonctionne par cet égalitarisme affiché, qui fonctionne par cette mutualisation sexuelle, qui fonctionne aussi parce qu'on a 2 types de sports extrêmement violents. La USAD, c'est une sorte de rugby un peu renforcé, et par des combats d'animaux sauvages montés par des hommes. Mais comme personne, évidemment, ne prend la peine d'être sportif et personne ne prend la peine d'être monteur d'animaux sauvages, c'est des extraterrestres, en quelque sorte. C'est les habitants des autres planètes qui viennent faire des spectacles sur Arabus, ce qui coûte d'autant plus cher. Donc, on a une société égalistique qui a des aspects très positifs, mais qui a donc aussi des aspects extrêmement négatifs, liés à quoi? Eh bien, liés
à cette nourriture, cette recherche de nourriture que l'on recherche. Et puis, cette uniformisation, au bout du compte, qui pèse parfois à certains. Il y a d'ailleurs un quartier complet qui s'appelle le Disferjac, dans lequel on trouve de tout ce qu'on peut vouloir acheter, mais comme on n'a pas beaucoup d'argent, bah, on ne dépense pas beaucoup, mais c'est le lieu des plaisirs, c'est le lieu où on peut s'acheter des petites anguilles grillées, c'est le lieu où l'on a des spectacles pour aussi se distraire. La ville a d'ailleurs un tel problème que les 4 chuchotements, c'est ce qui va enclencher l'histoire, vont aller voir le Conatix de Lux. Le Conatix de Lutz, Lutz c'est une planète, le Conatix c'est ce qu'on appellerait l'empereur de la galaxie, pour lui dire qu'il faut arrêter l'immigration. En effet, partout de la galaxie, tout le monde vient vivre cette vie égalistique sans travailler, mais ça implique que la planète est surchargée, que les machines sont en surchauffe et que la planète ne peut plus accueillir personne. Donc il faut rompre la loi galactique, il faut désormais empêcher les amateurs de l'égalité de venir sur cette planète, ou alors il faut que tout l'univers devienne égalistique. Bon, c'est assez amusant à lire, ça se lit en quelques heures, hein, c'est un roman qui fait 250 pages, mais c'est une planète, voilà, imaginons une planète où on est cessé le travail et où on habite dans des villes en béton. Eh bien, un système politique va avec, un système de nutrition va avec, un système moral, sexuel, un système de distraction va avec. Mais alors, quels sont les problèmes liés à ce système de distraction, ce système sexuel, ce système d'habitation, ce système politique? C'est ça l'avantage de la science-fiction, c'est qu'on se projette. Je vous lis encore quelques autres ouvrages. J'en prends un autre qui est encore de Jack Vance, qui s'appelle Un monde d'azur. Pourquoi je choisis celui-là? J'irai beaucoup plus vite sur lui. C'est un roman très très plaisant aussi, très amusant, parce que c'est l'aspect Robinson Crusoe. Un vaisseau de l'espace, qui était en fait, on l'apprendra par la suite, un vaisseau pénitentiaire, s'écrase sur une planète où il n'y a que de l'eau. Et sur cette eau, il y a des coraux, des sortes de concrétions végétales qui flottent, et les habitants vont habiter ces concrétions de métal, et donc vont vivre, vont fabriquer une petite société d'habitat sur ces coraux. Et le roman va commencer au bout de la 10-15e génération. On sait qu'on vient des étoiles, mais on n'a aucune relation avec les étoiles. On n'a aucun objet en métal. Donc, on fabrique une société, et cette société, elle vit en mangeant les objets qui poussent ici, donc des éponges comestibles sur les coraux. On se fabrique des petites organisations sociales. Et on s'est fabriqué finalement un monde, là aussi, il faut s'organiser, donc un monde de castes. Les distinctions, c'est la première ligne du premier chapitre. Les distinctions de castes commençaient à perdre de l'importance qu'elles avaient eue jadis pour le peuple des îles flottantes. Les anarchistes et les entremetteurs avaient complètement disparu. Les mariages entre membres de castes différentes n'étaient plus exceptionnels, surtout lorsqu'ils concernaient des castes d'un rang social à peu près équivalent. Certes, la société n'était pas menacée pour autant par le chaos, les détourneurs et les incendiaires se tenaient toujours traditionnellement à l'écart, les publicistes suscitaient toujours un certain mépris qui, pour être subtil, n'en était pas moins généralisé. Mais là où les castes se trouvaient associées à un métier ou un commerce, leur rouage fonctionnait avec une constante efficacité. Les filous constituaient la grande majorité de ceux qui se livraient à la pêche, au bord des coracles, petits bateaux, et bien que le nombre des déprédateurs, autrefois considérable, eût fortement diminué jusqu'à ne plus compter qu'une poignée d'hommes, ils contrôlaient encore les travaux de teinturerie, les contrebandiers préparaient les vernis, les malfaiteurs arrachaient les dents, les canailles construisaient les arbres à éponges dans chaque lagon, les bourreurs de crâne monopolisaient entièrement le département des communications. Pourquoi ces noms-là?
Ben, on apprendra en fait que comme c'était un vaisseau pénitentiaire qui s'est écrasé, ils étaient classés par type de délit. Et donc, par les filous, les incendiaires, les bourreurs de crâne, c'est-à-dire les idéologues, les philosophes, tout ça était dans des geôles, dans des prisons différentes, et puis ça a fait des castes. Et l'histoire va commencer quand il va y avoir véritablement un problème qui se pose, c'est que dans ce monde marin, dans ce monde nouveau, eh bien, il y a une sorte d'énorme requin assez intelligent qui vit. Et pour avoir la paix, eh bien, de génération en génération, on en a nourri un qui chasse les autres. Et il est devenu très, très gros, très, très vorace et très, très puissant. Et il faudrait s'en débarrasser, mais comment? Et le problème, c'est que c'est constitué un système politique dans lequel une caste, qu'on pourrait appeler des prêtres, est chargée de le nourrir. Et de ce fait, cette caste ne travaille pas. Elle a trouvé d'ailleurs en secret un moyen de le faire intervenir à certains endroits, donc de le faire venir ce monstre là où on veut qu'il vienne. Mais évidemment, eux, ils sont contre se débarrasser du monstre, puisque s'il n'y a pas de monstre, leur utilité sociale ne serait plus là. Et le système politique est un système très très simple, où on a une assemblée collective générale de tous les habitants qui votent. Et tout le monde vote. Et ça fait une société où il n'y a pas de violence, parce qu'au bout du compte, on est toujours un peu modéré, mais il n'y a pas de progrès non plus. Et au fil des générations, on a perdu les idées techniques. On possède les mémoires des naufragés. Un certain nombre de naufragés ont écrit leurs mémoires. Et ces mémoires, on ne les comprend plus tout le temps parce que comme on a perdu les données de la science, on ne sait plus trop. On n'a pas de métal, donc on ne peut pas faire de l'électricité, par exemple. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et l'histoire va se dérouler à partir du moment où on va essayer, une partie de la population va essayer de se débarrasser du monstre, donc va être en but à la caste des prêtres, lesquels castes des prêtres vont essayer de monter la population contre eux. Au bout du compte, ces progressistes vont partir sur d'autres îles et vont essayer de fabriquer des moyens, en relisant les annales, des moyens technologiques d'améliorer leur habitat et de se débarrasser de ces requins qui infestent les îles. Et l'histoire va s'enclencher. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on part comme Robinson Crusoe. On arrive sur des îles. Donc, on a les contraintes des îles. Quand on va dans un endroit nouveau pour construire une société nouvelle, on a la contrainte de cette société nouvelle. Et puis, ben, quelle est la place de la science? Quelle est la place de l'organisation sociale? Eh bien, ils vivent aussi en communauté. On s'essaye avant de se marier, on se trouve des accointances, on passe d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, jusqu'à ce qu'on décide ou pas de se fixer. Et puis, on a des catégories sociales qui reposent sur l'utilité qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Donc, par bien des aspects, c'est une société parfaite, idéale, une société parfaite qui fonctionnerait tout à fait. Sauf qu'on a ces monstres marins, donc cet environnement qui peut paraître hostile. Je voudrais encore continuer par un film de science-fiction qui s'appelle Le Soleil vert. Nous sommes sur la Terre des années 2022. La surpopulation générale a fait qu'on manque de tout. Donc les individus vivent dans la rue, beaucoup vivent dans les rues, beaucoup ne possèdent rien. Et puis parallèlement, eh bien, il y a encore ceux qui possèdent quelque chose et qui sont riches. Ceux qui vivent dans des villas surprotégées, dans des immeubles surprotégés par rapport à la masse qui vivent dans les anciens centres-villes grouillants de monde. Et puis c'est une histoire policière. Charlton Heston incarne un policier. Et il y a un meurtre. Il y a le meurtre d'un puissant. Et ce puissant, eh bien, ce puissant, qui l'a tué? Et donc il va mener une enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur la ville surpeuplée. Et vieille, la vieille ville surpeuplée, avec les taudis, avec les gens qui s'entassent les uns sur les autres, avec de ce fait la pauvreté, le corps dégoûtant. Et pourquoi est-ce que cette société
elle continue à fonctionner? Eh bien, parce que les puissants, justement, ont les industries alimentaires. Et ils fabriquent des pâtes alimentaires, des sortes de biscottes très énergétiques que les uns et les autres mangent. Donc, on distribue de la nourriture au peuple pour le maintenir en vie. Et toute la question sera de savoir d'où elle vient, cette pâte alimentaire, et on s'apercevra que ce n'est pas que le produit de l'agriculture, c'est aussi du recyclage. Tout l'enjeu de savoir le recyclage de quoi. Je ne vous le dis pas, mais voilà, c'est une société dans laquelle le politique a disparu au profit de la production de nourriture. C'est une société dans laquelle on a perdu le système social. On n'a plus que la nourriture pour tout le monde, mais une nourriture, évidemment, qui enrichit les propriétaires de l'usine de nourriture. C'est une société dans laquelle il n'y a plus place pour une pensée collective, politique, globale qui organise. On n'est plus que des individus qui avons besoin de manger. C'est ce que disait Tocqueville, hein, quand on n'aura plus que des individus les uns par rapport aux autres, eh bien là, on n'aura plus de société, on n'aura plus que de familles juxtaposées. Et Tocqueville pensait qu'il fallait restructurer le système social avec une république centralisée, unificatrice. Bon, eh ben, là, nous avons une société qui n'est pas comme ça et qui a donc les travers, des travers très importants. Pour retomber sur des auteurs peut-être plus classiques de la littérature, je vous renvoie à un roman d'Anatole France. Donc Anatole France a eu le prix Nobel de littérature, un roman de 1908 qui s'appelle L'île des pingouins. C'est en fait un roman de 400 pages qui refait l'histoire de France, mais non pas avec des humains, mais avec des pingouins. Donc c'est des pingouins de l'origine du monde jusqu'à... les habitants sont des pingouins. Et dans ces îles, cette île des pingouins, eh bien, nous avons, dans la période contemporaine, moderne, eh bien, nous avons tentative de fabriquer une société industrielle, commerciale, moderne. Mais dans cette société moderne et industrielle, eh bien, on s'aperçoit que ce qui dirige le tout, ce n'est plus une pensée de la société, ce n'est plus que la circulation de l'argent. Il n'y a plus que l'argent qui domine la hiérarchisation sociale. L'État reposait fermement sur deux grandes vertus publiques, le respect pour les riches et le mépris du pauvre. Les âmes faibles que troublait encore la souffrance humaine n'avaient d'autre ressource que de se réfugier dans une hypocrisie qu'on ne pouvait blâmer, puisqu'elle contribuait au maintien de l'ordre et à la solidité des institutions. Oui, le système social s'est effondré, c'est plus que la charité qui remplace le système social. Tout l'argent va aux riches et les pauvres ne se maintiennent que parce qu'on leur fait la charité. Les dames de la richesse étaient assujetties autant que les hommes à une vie respectable, selon une tendance commune à toutes les civilisations. Le sentiment public les érigeait en symboles. Elles devaient représenter par leur faste austère à la fois la grandeur de la fortune et son intangibilité. Oui, le monde n'est plus changeable. Les riches sont riches, les pauvres sont pauvres. On avait réformé les vieilles habitudes de galanterie, mais aux amants mondains d'autrefois succédaient sourdement de robustes masseurs ou quelques valets de chambre. Toutefois, les scandales étaient rares. Un voyage à l'étranger les dissimulait presque tous et les princesses des trusts restaient l'objet de la considération générale. On a une sexualité un peu libre, mais cachée. Cachée quand on est enceinte et qu'on est riche, eh bien, on va, et pas de son mari, on va cacher sa grossesse dans un voyage lointain et on revient après. Les riches ne formaient qu'une petite minorité, mais leurs collaborateurs, qui se composaient de tout le peuple, leur étaient entièrement acquis ou soumis entièrement. Ils formaient deux classes, celle des employés de commerce et de banque et celle des ouvriers des usines. Les premiers fournissaient un travail énorme et recevaient de gros appointements. Certains d'entre eux parvenaient à fonder des établissements. L'augmentation constante de la richesse publique et la mobilité des fortunes privées autorisaient toutes les espérances chez les plus intelligents et les plus audacieux. 1908, il écrit ça, c'est la description de ce qu'on appelle la Startup Nation, c'est-à-dire l'idéologie
actuelle du commerce libre par Internet, avec l'effacement de l'État. Voilà, c'est ça qui est décrit, mais c'est décrit en 1908. Et pour Anatole France, attention, si vous voulez ça, vous allez à la catastrophe. Bon, ben voilà, un siècle après, on a ça. Sans doute, on aurait pu découvrir dans la foule immense des employés, ingénieurs ou comptables, un certain nombre de mécontents ou d'irrités. Mais cette société si puissante avait imprimé jusque dans les esprits de ses adversaires sa forte discipline. Où est la contestation? Ben, il n'y en a plus. Les anarchistes eux-mêmes s'y montraient laborieux et réguliers. Quant aux ouvriers qui travaillaient dans les usines aux environs de la ville, leur déchéance physique et morale était profonde. Ils réalisaient le type du pauvre établi par l'anthropologie. Voilà, c'est devenu une race en quelque sorte, le pauvre, une race soumise. Bien que chez eux, le développement de certains muscles dû à la nature particulière de leur activité put tromper sur leur force, ils présentaient les signes certains d'une débilité morbide. La taille basse, la tête petite, la poitrine étroite, ils se distinguaient encore des classes aisées par une multitude d'anomalies physiologiques et notamment par l'asymétrie fréquente de la tête ou des membres. Ils y étaient destinés à une dégénérescence graduelle et continue, car des plus robustes d'entre eux, l'État faisait des soldats dont la santé ne résistait pas longtemps aux filles et aux cabaretiers postés autour des casernes. On a une armée pour maîtriser la société. Ce n'est pas la justice, c'est l'armée qui maîtrise la société. Et puis, pour les distraire, eh bien, la prostitution et le café, le cabaret et les filles. Les prolétaires se montraient de plus en plus débiles d'esprit. Débile, ça veut dire faible. L'affaiblissement continu de leur acuité intellectuelle n'était pas dû seulement à leur genre de vie, il résultait aussi d'une sélection méthodique opérée par les patrons. Ceux-ci craignant les ouvriers d'un cerveau trop lucide comme plus apte à formuler des revendications légitimes, s'étudiaient à les éliminer par tous les moyens possibles et embauchaient de préférence les travailleurs ignares et bornés, incapables de défendre leurs droits et encore assez intelligents pour s'acquitter de leur besogne que des machines perfectionnées rendraient extrêmement facile. Aussi les prolétaires ne savaient-ils rien tenter en vue d'améliorer leur sort. À peine parvenaient-ils par des grèves à maintenir le taux de leur salaire. Encore ce moyen commençait-il à leur échapper. L'intermittence de la production inhérente au régime capitaliste causait de tels chômages que dans plusieurs branches d'industrie, sitôt la grève déclarée, les chômeurs prenaient la place des grévistes. Enfin, ces producteurs misérables demeuraient plongés dans une sombre apathie que rien n'égayait, que rien n'exaspérait. C'était pour l'état social des instruments nécessaires et bien adaptés. Voilà. Vous avez une catégorie de pauvres qui ne voient pas la sortie de la pauvreté et vous avez une catégorie de riches qui profitent de la situation. Puis entre deux, vous avez une caste d'affairistes qui s'enrichit. Cette idée que finalement la société va se racialiser, on l'a vu très souvent dans mes vidéos, elle se développe aussi chez deux auteurs anglo-saxons qui sont Huxley, dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Nous sommes là en 1932. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, qui date d'une vingtaine d'années, qui est l'adaptation en quelque sorte. Tout le monde a la possibilité de fabriquer des enfants en améliorant les éventuels problèmes génétiques. Donc au bout du compte, eh bien, nous avons une société de surhommes, mais de surhommes qu'on spécialise au bout du compte dans des métiers différents. Une remarque pour terminer, j'ai oublié sur Anatole France, L'île aux pingouins, ça finit comment? Ben, ça finit par le fait qu'un employé moyen, un bureaucrate, dirait-on, rencontre une jeune fille et puis il s'assoit pour contempler du haut d'une colline la ville qui s'étend à leurs pas devant eux. Et puis ils décident de mettre une bombe et ils font exploser une maison, puis 10, puis 100. Et les classes moyennes se révoltent et se révoltent dans la violence en posant des bombes partout où c'est possible. Et la société entre dans une vaste guerre civile parce que plus rien n'est cadrant. Il n'y a plus de relation possible entre toutes ces catégories sociales, les puissants de l'argent, les affairistes et les pauvres. Plus rien ne peut se faire pour arrêter la violence.
Donc la société, partout des bombes explosent, mises par des gens différents, qui n'ont eux-mêmes pas de contact les uns avec les autres. On est dans un principe révolutionnaire et qui ne s'arrête que quand il n'y a plus rien à casser. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1932, eh bien, nous avons une société dans laquelle on fabrique les individus en fonction, génétiquement, en fonction de ce dont on a besoin. Voici un extrait. On visite une maternité. Plus la caste est basse, dit Mr. Poster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau, ensuite le squelette. À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. À moins de 70%, des monstres sans yeux, lesquels ne sont absolument d'aucune utilité, dit Mr. Poster, pour conclure. Tandis que sa voix se fit confidentielle, avide d'exposer ce qu'elle avait à dire si l'on pouvait découvrir une technique pour réduire la durée de maturation. Quel bienfait ce serait pour la société! Considérez le cheval. Mûr à 6 ans, l'éléphant à 10, alors qu'à 13 ans, un homme n'est pas encore mûr sexuellement et n'est adulte qu'à 20. D'où, bien entendu, le fruit du développement retardé, l'intelligence humaine. Mais chez les epsilon, dit fort justement Mr. Foster, nous n'avons pas besoin d'intelligence humaine. On n'a pas besoin et on ne l'obtient pas. Mais bien que chez l'epsilon, l'esprit soit mûr à 10 ans, il en faut 18 avant que le corps soit propre au travail. Que de longues années d'immaturité superflues et gaspillées. S'il était possible d'accélérer le développement physique jusqu'à le rendre ainsi rapide, aussi rapide, mettons, que celui d'une vache, quelle économie énorme il en résulterait pour la communauté! Énorme, murmurèrent les étudiants. L'enthousiasme de Mr. Poster était contagieux. Il se frotta les mains, car bien entendu, on ne se contentait pas de couver simplement les embryons. Cela, n'importe quelle vache est capable de le faire. En outre, nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs, il était sur le point de dire futurs administrateurs mondiaux, mais se reprenant, il dit futurs directeurs de l'incubation. Le directeur fut sensible à ce compliment. On fabrique donc des individus et on les fabrique en fonction des besoins de la société. Dans certains romans, c'est l'architecture qui conditionne la société. Dans d'autres, c'est le milieu. Chez Jacques Vance, sur les îles, les îles conditionnent le milieu, enfin le milieu conditionne la société. Parfois, c'était donc le cas chez Huxley, c'est l'idée qu'on se fait de la société qui va conditionner les individus. On a un autre exemple, c'est le dernier que je développerai aujourd'hui, La machine à voyager dans le temps de Herbert George Wells, 1885. Le héros a inventé une machine qui lui permet d'aller dans le passé et dans le futur. Et dans le futur, eh bien, il va trouver une société organisée hiérarchiquement, mais une société qui a un fonctionnement parce qu'on a résolu un problème, qui est la relation de l'homme au travail. L'homme a inventé des machines, et ces machines travaillent à sa place. Donc l'homme n'a plus besoin d'avoir une intelligence tournée vers le travail, donc elle se tourne vers autre chose. Quelles sont les causes de la vigueur et de l'intelligence humaine? Les difficultés et la liberté. Conditions sous lesquelles les individus actifs, vigoureux et souples survivent et les plus faibles succombent. Conditions qui favorisent et récompensent l'alliance loyale des gens capables, l'empire sur soi-même, la patience, la décision. Puisqu'on a des problèmes, il faut réfléchir. Puisqu'on est libre, il faut savoir ce qu'on veut faire. Quand on a des difficultés et qu'on est libre, on a un individu tel qu'on se l'imagine dans cette époque-là intéressant, c'est-à-dire il est capable, maître de lui-même, patient, capable de décision. Il en résulte un système social. L'institution de la famille et les émotions qui en résultent, la jalousie féroce, la tendresse envers la progéniture, le dévouement du père et de la mère,
Tout cela trouve sa justification et son appui dans les dangers qui menacent les jeunes. Donc tant qu'on avait une société du travail, tant qu'on avait une société de la pénurie, eh bien, on avait un système social avec des gens actifs, aimants, agressifs, qui portaient la famille comme grande valeur. Mais maintenant que nous sommes dans un monde dans lequel il n'y a plus de travail, parce que les machines font tout, que se passe-t-il? Maintenant, où sont les dangers? Un sentiment nouveau s'élève contre la jalousie conjugale, contre la maternité farouche, contre les passions de toutes sortes, choses maintenant inutiles, qui nous entravent, survivance sauvage, discordante, dans une vie agréable et raffinée. Puisqu'on n'a plus de problème, est-ce qu'on a encore besoin d'être jaloux? Est-ce qu'on a encore besoin de se battre pour avoir un mari ou une femme? Est-ce qu'on a encore besoin de se battre pour posséder des choses? Non. Je songeais, nous dit le voyageur du temps, je songeais à la délicatesse physique de ces gens, à leur manque d'intelligence, à ces ruines énormes et nombreuses qui parsemaient la campagne. Et cela confirma mon opinion d'une conquête parfaite de la nature. Car après la lutte vient la quiétude. L'humanité avait été forte, énergique et intelligente, et avait employé toute son abondante variété à transformer les conditions dans lesquelles elle vivait. Et maintenant, les conditions nouvelles réagissaient à leur tour sur l'humanité. Dans cette sécurité et ce confort parfait, l'incessante énergie qui est notre force doit devenir notre faiblesse. De notre temps même, certains désirs et tendances autrefois nécessaires à la survivance sont des sources constantes de défaillance. Et ce qui était avant des qualités, c'est devenu des défauts. Le courage physique et l'amour des combats, par exemple, ne sont pas à l'homme civilisé de grands secours et peuvent même lui être obstacles. Dans un état d'équilibre physique et de sécurité, la puissance intellectuelle, aussi bien que physique, serait déplacée. J'en conclus que pendant d'innombrables années, il n'y avait eu aucun danger de guerre ou de violence isolée, aucun danger de bêtes sauvages, aucune épidémie qui ait requis de vigoureuses constitutions ou un besoin quelconque d'activité. Pour une telle vie, ceux que nous appellerions les faibles sont aussi bien équipés que les forts, et de fait, ils ne sont plus faibles. Et même mieux équipés, car les forts seraient tourmentés par un trop-plein d'énergie. Nul doute que l'exquise beauté des édifices que je voyais ne fut le résultat des derniers efforts de l'énergie maintenant sans objet de l'humanité, avant qu'elle eût atteint sa parfaite harmonie avec les conditions dans lesquelles elle vivait, l'épanouissement de ce triomphe qui fut le commencement de l'ultime et grande paix. Ce fut toujours là le sort de l'énergie en sécurité. Elle se porte vers l'art et l'érotisme et devient moins la langueur et la décadence. Oui. Tant que vous êtes dans le danger, dans le travail, dans l'asservissement, dans la maladie, dans la nécessité de construire, vous développez des compétences que vous pensez bonnes. L'énergie, l'intelligence, la, la compétition. Mais une fois que vous êtes arrivé dans un état où vous n'avez plus besoin de construire, plus besoin de vous opposer, plus besoin de lutter, eh bien vous entrez dans une sorte de paix où tout le monde est égal, où de fait la sexualité devient très libre. On n'a pas à protéger son héritage pour ses enfants. Les enfants sont à tout le monde. On leur transmet tout. On n'a pas besoin de construire de grandes structures. On se contente de ceux qui existent. Donc à partir du moment où la société a résolu le problème du travail, résolu le problème de la maîtrise de la nature, eh bien les qualités humaines changent totalement, les tensions sociales changent totalement et on entre vers une humanité apaisée. Mais ce qu'on découvrira, c'est qu'en fait, il y a deux humanités. Il y a celle de surface, et si celle de surface, elle vit aussi apaisée, c'est qu'il y en a une en dessous, qui est une sous-humanité du travail, de l'exploitation, de l'esclavage. Il y a l'humanité lumineuse et il y a l'humanité sombre.
Et parfois, quand l'humanité sombre va dans l'humanité de surface, on en attrape un ou deux et on le mange, on le dévore. Bon, bref, il y a toujours quelque part un besoin d'entretien de l'humanité de surface. Et avec Jack Vance, dans Whist, on a besoin des entrepreneurs qui gèrent les machines. Et donc, il faut bien leur donner quelque chose à ces entrepreneurs qui gèrent les machines. Dans le meilleur des mondes, eh bien, certes, on fabrique des intellectuels, des dirigeants, des gens de culture, mais à un moment donné, on fabrique aussi des gens qui travaillent. Dans l'île aux pingouins, eh bien, on pense que l'argent et sa circulation est l'essentiel. Et donc, il faut bien qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui fabrique les objets qui vont faire circuler l'argent. Et donc, il y a bien ceux qui sont exploités et ceux qui ne le sont pas. Donc, la science-fiction, son grand avantage, c'est véritablement de partir sur un état philosophique, un état de la pensée, et de dire, bon, ben alors, améliorons-le. Si on l'améliore de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe? Si on l'améliore sur ce point de vue-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et au bout du compte, nous avons toujours des sociétés qui, sous quelque rapport que ce soit, sont d'une grande violence. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Et ma conclusion, c'est de vous montrer qu'au bout du compte, il y a une sorte de triangulation. Il y a 3 domaines identiques. C'est l'utopie, imaginons un monde parfait. C'est la science-fiction, explorons la planète Whist. Et c'est la philosophie politique. Qu'est-ce que ça ne va, comme ça ne va pas aujourd'hui, améliorons. Ces 3 dimensions-là, ces 3 types de pensée-là sont éminemment liés. Parce que ces 3 types de pensée-là font un bilan philosophique d'une époque, mais qui est aussi un bilan qui tient compte de 3 domaines, qui est habiter, qui est nourrir et qui est gérer la société. Et cette gestion de la société, elle a 2 axes très centraux qui sont la sexualité et le divertissement, et qui sont le système politique. Donc, j'habite, comment habiter, où habiter, comment est l'urbanisme, comment est la ville. Deuxième axe, comment est-ce que j'interagis avec les autres, au point de vue de la sexualité, au point de vue de la politique, au point de vue de la distraction. Et puis troisième axe, je mange quoi? Et quand on a essayé de résoudre l'équation l'un plus l'autre, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'obtiens une théorie politique. Si je suis versé vers la transformation du monde, j'obtiens Marx, j'obtiens Proudhon, j'obtiens Fourier. Si je suis dans l'axe plutôt utopique, eh bien, j'obtiens un roman, j'obtiens Jules Verne, j'obtiens Zola, j'obtiens Gobineau. Si je suis dans l'axe science-fiction, bah, j'obtiens aussi un roman, mais je le place sur une autre planète que dans notre monde réel. Penser le monde tel qu'il est, c'est faire émerger une société avec ses travers, et c'est réfléchir à l'améliorer. Philosophie politique, science-fiction, utopie, c'est finalement des aspects identiques d'une tentative de réflexion sur ce qu'est une société apaisée au point de vue de la violence, une société qui ne se combat pas dans ses forces internes, qui ne s'oppose pas, mais pour apaiser la violence, il faut trouver le système politique, il faut trouver le système moral, il faut trouver le système de production, travail industriel, travail agricole, travail de maintenance, et il faut trouver l'architecture de la ville idéale. Au revoir à tous.